Bonjour Annie. Bonjour Jason. Cette année, la pandémie de COVID-19 a vraiment testé notre résilience comme société. Tout à fait, mais on souhaitait quand même cette année se rendre vers vous, mais cette fois de façon virtuelle. Absolument. Lors de la prochaine heure, vous aurez différents intervenants qui viendront vous parler des processus d'immigration. Nous aurons aussi des personnes qui vont venir vous parler de leur transition vers le Canada, des transitions qui ont été réussies. Oui, et sachez que l'information que vous entendrez au cours des prochaines minutes, c'est de l'information qui a été vérifiée, qui a été mise à jour. Alors, on oublie tout ce qui est blog d'informations en ligne et on se fie à ces experts qui se sont déplacés pour vous procurer la meilleure des informations. Absolument. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la présentation, nous aurons les kiosques virtuels où vous pourrez poser vos questions aux différents intervenants. Mais là, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est bienvenue à Destination Acadie. Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis la gestionnaire du programme Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse. Puisque nous sommes ici pour vous faire découvrir l'Acadie, je vous demanderai de nous dresser un bref survol de la francophonie en Nouvelle-Écosse. La francophonie en Nouvelle-Écosse, elle est très diverse. Elle est composée d'emblée de plusieurs groupes, dont les Acadiens qui sont ici depuis 1604, et des nouveaux arrivants et des migrants de partout au Canada qui ont pour langue première le français. Alors, nous avons une belle île ici avec plusieurs régions francophones, en particulier dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, il y a les communautés de Clare et d'Argyll, et au Cap-Breton, il y a également les communautés de Chéticamp et de l'île Madame. Et il faut dire qu'il y a plein d'autres petites communautés qui ont aussi un caractère francophone et que, bien sûr, dans la ville d'Halifax, on est très nombreux. Pourriez-vous nous parler, Catherine, des services qui sont offerts pré-départ pour les nouveaux arrivants ou les gens qui souhaitent justement immigrer? Avant de décrire le service, je dois préciser que les programmes de pré-départ sont uniquement pour les résidents permanents. Alors, on comprend qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'intéresseraient à recevoir ce genre de service, mais c'est uniquement pour les résidents permanents. Il existe maintenant au Canada un guichet unique pour le parcours d'immigration francophone. Donc, on s'inscrit sur un site web avec notre partenaire francophone et on reçoit des services généraux à propos du Canada, des sessions d'information et un début d'un plan d'établissement. Et une fois qu'on choisit notre région, on est référé à la région. Et à ce moment-là, on peut recevoir des services d'un plan plus détaillé, des services liés à l'employabilité et aussi un service en connexion communautaire qui nous permet de bien comprendre et apprendre sur notre destination choisie. Bien intéressant. Et évidemment, il y a des services offerts une fois qu'on est sur place. Quels sont-ils et quels en sont en fait les coûts rattachés? Bon, il faut dire en premier qu'il n'y a aucun coût à attacher à nos services après arrivée. C'est vraiment un service d'accompagnement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients avec leur établissement. Alors, ça veut dire un accompagnement pour les tâches administratives, alors les numéros d'assurance sociale, comment avoir un permis de conduire. On assiste aussi avec le besoin d'hébergement, comment trouver un appartement, bien connaître les régions. Encore une fois, il y a des services d'intégration à la communauté. Alors, il y a plein d'opportunités pour le bénévolat et de s'impliquer et à mieux connaître la communauté d'accueil ainsi que les autres nouveaux arrivants. Merci Catherine. Et avez-vous d'autres informations que vous aimeriez partager aux gens qui nous écoutent présentement? J'aimerais vous encourager fortement à faire valoir nos services de pré-départ. Nos conseillers, conseillères peuvent vraiment vous aider à bien préparer le terrain, bien connaître les services
que nous, on offre, mais aussi de la part de nos partenaires. Il y a 22 écoles francophones partout dans la province. On peut vous aider à inscrire vos enfants à l'école. On peut vous aider à commencer votre recherche d'emploi. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour vous aider à bien préparer votre projet d'immigration. Une fois sur place, encore une fois, je vous encourage à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse bien vous lier avec notre belle communauté acadienne et francophone ici en Nouvelle-Écosse. Excellent. Donc, avez-vous un site web qu'on pourrait donner aux gens si jamais ils ont des questions ou des interrogations à vous poser? Alors, vous pouvez nous rejoindre à travers notre site web et l'adresse courriel suivante, info@immigrationfrancophone.ca. Merci beaucoup, Catherine, pour votre temps. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, Tout d'abord, je vous demanderai de vous présenter. je m'appelle Sarah, je suis responsable de communication du réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Puisque nous sommes ici pour vous faire découvrir l'Acadie et ses communautés, pouvez-vous nous dresser un court portrait de la francophonie au Nouveau-Brunswick? Donc, la première chose, c'est que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Ça, c'est une particularité très importante à retenir de par ce que ça apporte en fait à l'immigrant quand il arrive. Donc, en fait, le fait qu'il soit officiellement bilingue donne la possibilité aux immigrants francophones d'avoir des services en français, que ce soit au niveau de l'éducation, des soins de santé, des services gouvernementaux et autres services publics. Ça, c'est une particularité importante du Nouveau-Brunswick qu'il ne faut pas oublier. Donc, nous, on est une population d'à peu près 781 000 habitants, dont 32% sont des francophones. Et cette francophonie est vraiment diversifiée. On a les Acadiens, bien évidemment, qui représentent la plus grosse partie de la francophonie et qui représentent l'Acadie du Nouveau-Brunswick. En plus, on a des francophones brillants qui sont dans le nord-ouest, on a des francophones qui sont arrivés du Québec, on a des francophones qui sont arrivés de l'ouest du Canada, et bien évidemment, les immigrants qui sont arrivés de l'international et qui font toute la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Donc l'importance, on sait qu'on a accès aux services en français au Nouveau-Brunswick, puis la communauté francophone est dispersée partout dans la province avec une concentration plus particulière dans le nord, que ce soit le nord-ouest, le nord-est, péninsule acadienne et dans le sud-est. Mais il est important de noter que la connaissance de l'anglais contribue à l'intégration des immigrants, surtout dans le milieu professionnel. Donc c'est préconisé. On a accès aux services en français au niveau de services publics, de l'éducation, notamment les garderies francophones qui sont dans les 4 coins de la province. On a plus de 90 écoles francophones publiques. On a des formations techniques en français, notamment au niveau du CCNB, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et l'Université de Moncton qui offre des programmes universitaires et d'études supérieures. L'Université de Moncton est d'ailleurs considérée comme la plus importante université francophone hors Québec, sur tout le Canada. En plus de tous ces services qui peuvent être offerts dans la langue française, il est important de savoir qu'il y a une culture francophone très ancrée, avec notamment toute la communauté acadienne. Il y a plusieurs festivals francophones. Il y a le festival acadien du 15 août, auquel j'ai participé d'ailleurs à Caraquet et qui est exceptionnel. Il y a Acadie Rock, il y a les festivals Braillon Edmundston, Festival du Saumon à Capleton. Il y a une panoplie de festivals. Il y a beaucoup d'artistes acadiens francophones. Il y a de la musique que j'apprécie énormément parce que moi, j'ai eu une immersion vraiment dans la culture, puis j'adore la musique acadienne. Puis la dernière information dont je voudrais parler par rapport à la province, c'est vraiment le choix des immigrants, le choix des régions de vie. Je comprends qu'on a remarqué que la plupart des immigrants choisissent de s'installer dans des régions urbaines plus que des régions rurales. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment prenez le temps d'explorer toutes les régions du Nouveau-Brunswick, de voir ce que chaque région apporte en termes d'atouts, d'avantages, pour vraiment essayer de voir quelle est la région qui correspond le plus à votre projet d'immigration, à votre vision de votre nouvelle vie et surtout à votre rêve d'installation au Canada.
Donc, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, le Nouveau-Brunswick offre un potentiel culturel et une richesse naturelle énorme que je vous invite à explorer et à vraiment voir et découvrir toutes les régions avant de faire votre choix de venir nous voir. Donc, c'est un élément qu'il faut garder en tête et de savoir qu'il existe, à travers connexionfrancophone.ca, une possibilité d'être accompagné avant votre arrivée au Canada. Donc, au cours de ces étapes, et ça c'est la dernière étape du processus, le candidat est envoyé et orienté vers les partenaires sur place en fonction du choix de la région. Donc, c'est très important de savoir que Connexion francophone est la porte unique des candidats francophones hors Québec sélectionnés par le Canada. Mais il y a une option aussi qui est importante à savoir, c'est qu'il faut avoir déjà démarré le processus d'immigration, donc avoir le IUC, identifiant unique client, ou la CRP, qui est la confirmation de résidence permanente, c'est-à-dire que le candidat a déjà le visa pour pouvoir avoir accès à ces services. Il faut vraiment être dans les démarches d'immigration pour pouvoir prétendre à ces accompagnements-là. Sarah, vous me semblez être vraiment une experte dans tout ce qui est acadien, francophone en Acadie, tout ça. Mais il n'y a pas très longtemps, on s'est rencontrés au Maroc. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre expérience. Ah oui, ben, là tu parles vraiment de mon initiation à l'Acadie. Donc moi, cet amour de l'Acadie est né. Justement, à travers cette rencontre au Maroc, c'était à destination Acadie. Donc, c'est vraiment intéressant de le dire et je suis contente de pouvoir partager ça parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire. Je suis partie à destination Acadie par curiosité parce que je voulais comprendre l'Acadie, comprendre cette culture-là, c'est quoi l'Acadie du Canada, etc. Donc, une fois à destination Acadie, on nous a exposé les différentes provinces de l'Atlantique, dans le Nouveau-Brunswick, et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus. Donc, j'ai fait le tour des kiosques qui étaient là, puis j'ai rencontré Nicolas, du REDE, du Réseau de développement économique, qui sont, eux, dans l'intégration économique des nouveaux arrivants. Et lui, il me dit, toi, t'en es où dans la procédure d'immigration? Je lui dis, non, moi, j'ai déjà fini, ma décision est déjà prise, etc. Et ce n'était pas le Nouveau-Brunswick, mais sur le coup, je commençais à m'intéresser à cette région de l'Atlantique, puis aussi à travers nos communications avec le REDE qui m'a recontacté plus tard, à qui j'ai envoyé mon CV, etc. Et qui, eux, m'ont mis en contact avec un employeur, Nouveau-Brunswick, qui est mon employeur actuel, qui est le réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Et c'est comme ça que j'ai atterri en Acadie. Donc, c'est cette rencontre-là qui m'a initiée à l'Acadie que je représente aujourd'hui. Wow, ça prouve justement que c'est possible. Puis, c'est pas toujours aussi compliqué qu'on peut le croire. T'sais. Sarah, merci beaucoup pour ce témoignage qui a été vraiment informatif, mais aussi inspirant. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Premièrement, je vous demanderais de vous présenter. Oui, je suis Marie-Joëlle, je suis conseillère aux relations pour le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, entrons dans le vif du sujet. Comment fonctionne le système scolaire au Nouveau-Brunswick? Tout d'abord, le système au Nouveau-Brunswick est un peu le même qu'au Canada, c'est-à-dire que l'éducation est gratuite. Et puis, en fait, ça va de la maternelle, ce qu'en France, on appelle la crèche, jusqu'à la 12e année. Fait qu'en fait, le système s'inscrit en 2 temps. Donc, on parle vraiment du primaire, qui est de la première année jusqu'à la 8e année, et ensuite du secondaire, qui est de la 9e à la 12e année, et là où est-ce qu'ils vont changer potentiellement d'école. Et également au secondaire, on a un service qui s'appelle le Bac international, qui est disponible à Fredericton, donc à l'École Sainte-Anne, ainsi qu'à Mathieu-Martin à Moncton. Selon si vous emménagez dans un centre urbain tel que Moncton, Fredericton ou Saint-Jean, c'est vraiment votre lieu de résidence ou votre quartier qui va faire en sorte que vos enfants vont aller dans une certaine école, sachant que partout en province, il y a un système de transport scolaire. Règle générale, les enfants du primaire vont aller à l'école de 8h30 à peu près jusqu'à 14h30, alors que les enfants du secondaire, les élèves du secondaire vont aller à l'école de 8h30 jusqu'à les 15h30, sachant qu'il y a une panoplie d'activités parascolaires après les heures de classe, qu'on parle de musique, qu'on parle de sport ou encore d'improvisation.
Donc, il y a une grande distinction à faire ici dans le système éducatif au Nouveau-Brunswick parce que le bilinguisme de la province fait en sorte qu'on a deux secteurs d'éducation en parallèle. Donc, on a le secteur francophone et le secteur anglophone. Donc, le secteur éducatif francophone offre une éducation de qualité en français à vos enfants tout en leur permettant d'accroître leurs connaissances et compétences linguistiques en anglais, sachant qu'ils vont être entourés de l'anglais. L'anglais est omniprésent de toute façon au quotidien. Et les professeurs, la qualité de l'enseignement, ils sont hautement qualifiés et puis ils sont parmi les meilleurs enseignants au monde. Et Marie-Joëlle, en quoi le secteur éducatif francophone se distingue-t-il? Bien, en fait, j'aimerais d'abord mentionner qu'il y a 3 districts scolaires francophones. Donc, il y en a un dans le sud, un dans le nord-est et un dans le nord-ouest. Celui du sud, en fait, sachant qu'il regroupe les 3 principales villes, on sait qu'il y a un plus grand nombre, la densité est plus grande, ce qui fait qu'il y a une plus grande population et une plus grande population immigrante également. Donc, ils ont dans les écoles accès à des agents d'établissement qui vont faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants dans leurs écoles. Si on prend par exemple le district scolaire nord-ouest, qui reçoivent eux également un nombre important de nouveaux arrivants, ils vont avoir aussi l'appui du centre d'accueil d'établissement qui va leur permettre, qui offre en fait une série d'activités familiales tout le long de l'année qui va vraiment permettre cet accueil-là, intégration-là et ce réseautage finalement. Alors que si on regarde du côté du district francophone nord-est, eh bien, ce sont des plus petites écoles, ce qui fait que le service est beaucoup plus personnalisé, sachant qu'ils peuvent également compter là, sur le centre d'établissement de la région. Mais pour répondre à ta question, en fait, le secteur éducatif francophone se démarque à plusieurs niveaux, notamment au niveau de l'inclusion scolaire. C'est vraiment quelque chose sur lequel on se démarque à l'international. Et par inclusion scolaire, ce qu'on veut dire, c'est que les différents apprenants sont tous dans la même classe avec leurs pairs de leur âge, peu importe leurs différences. Donc, en fait, ils ont aussi accès à des enseignantes ressources qui vont être en contact avec tout plein de corps professionnels, notamment des ergothérapeutes, des psychologues, des médecins, qui vont venir en appui là, à ces enseignantes ressources-là pour s'assurer que tous les enfants soient bien dans leur classe. Parce qu'ici, ce ne sont pas les enfants qui s'adaptent au système, mais bien le système qui s'adapte aux enfants. Et tout à l'heure, on parlait d'apprentissage de l'anglais. Eh bien, l'anglais s'apprend dès le primaire, selon les régions dans lesquelles on est, mais les élèves ont également la possibilité d'avoir un programme d'anglais intensif, ce qui fait qu'en bout de ligne, toujours selon les régions, il y a à peu près 95 des élèves qui vont terminer le secondaire avec un niveau de B1 ou plus, qui est quand même excellent. De plus, l'apprentissage des enfants est vraiment focusé sur leurs intérêts et leurs besoins. Donc, il s'agit moins d'un enseignement académique, comme ça peut l'être en France, mais c'est vraiment axé sur le développement de compétences et sur le travail en équipe, en fait. Le développement des compétences est vraiment au cœur de l'éducation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là, pour faciliter la transition du milieu scolaire vers les études postsecondaires ou encore vers le marché du travail. Et d'ailleurs, il y a plusieurs écoles qui ont une approche communautaire, dont des écoles communautaires où la communauté a un réel apport là, dans l'apprentissage des enfants. Donc, que ce soit des stages en milieu de travail ou encore des entrepreneurs qui vont venir discuter avec les enfants, etc. Ce qui fait que le secteur francophone a vraiment une longueur d'avance en ce qui a trait à préparer les jeunes, les élèves à la vie postsecondaire et à la vie de jeunes professionnels. Excellent. Donc, comment les parents peuvent-ils faire pour avoir plus d'informations? Bien, en fait, si l'éducation, c'est un facteur déterminant ou si vous voulez obtenir plus d'informations et mieux comprendre le secteur éducatif francophone, je vous inviterais à aller sur notre site Web, à aller lire notamment le plan de sortie des élèves francophones et acadiens du Nouveau-Brunswick, ainsi que le plan de 10 ans, le plan d'éducation de 10 ans, 2 documents essentiels pour bien saisir l'essence de notre secteur d'éducation francophone. Et aussi, pour en apprendre davantage là, sur les services qu'offrent les 3 districts scolaires, vous pouvez également aller consulter leur site Internet. Parce qu'étudier en français à Nouveau-Brunswick, c'est donner une longueur d'avance à vos enfants. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous. Merci. Bonjour, merci d'être là. Je vous demanderais en quelques mots, qui êtes-vous, votre prénom et depuis combien de temps vous habitez au Canada? Alors bonjour, merci en tout cas.
Je m'appelle David. J'habite au Canada depuis 2012, ça fait à peu près 8 ans. Et présentement, je travaille pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Comment vous est venue l'idée de déménager au Canada? L'idée, elle a toujours un peu été là. J'adore les voyages, j'adore voyager. J'ai toujours pas mal voyagé dans ma vie. Depuis que j'ai 13 ans, je voyage un peu. Et j'avais toujours eu cette envie de venir en Amérique du Nord, mais spécifiquement au Canada. Et en fait, en 2004-2005, je suis venu au Canada en tant qu'étudiant étranger pour apprendre l'anglais. Donc j'ai été placé, j'avais une famille d'accueil et en fait j'avais un placement un peu particulier parce que j'étais au Nunavut. Peu de personnes sont allées au Nunavut, mais bon, du coup, et ça m'a donné encore plus l'envie de revenir y habiter plus tard. Donc à l'époque, j'avais 18 ans, j'étais encore jeune, j'avais pas encore fait mes études. Et après avoir suivi mes études, après avoir continué un peu ce cursus universitaire, l'envie ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu cette envie de revenir ici, de revenir au Canada. Donc, durant votre processus d'immigration, qu'est-ce qui vous a semblé facile ou qu'est-ce qui vous a semblé plus difficile? En fait, à quoi n'étiez-vous pas préparé lors de toutes ces démarches-là avant d'arriver au Canada? Alors, mon immigration au Canada s'est faite en plusieurs temps. Je veux dire, je suis d'abord arrivé une première fois en tant que travailleur qualifié, mais sur un visa temporaire. Donc, ces premières démarches étaient assez simples. En fait, je suis venu avec le programme d'Expérience internationale Canada. C'est un programme fédéral. Et une fois sur place, que j'ai vu que la vie me plaisait vraiment, et à ce moment-là, mon employeur a décidé de me soutenir dans ma démarche à travers un des programmes provinciaux, un des programmes de la province de la Nouvelle-Écosse, justement. Et c'était pas, dans mon souvenir, bien sûr, quand on se souvient des choses, c'est toujours on se souvient que du meilleur, on oublie le pire, mais c'était pas si difficile à partir du moment où on était préparé. Enfin, je pense que j'aime lire les choses, j'aime me renseigner avant de me lancer dans quelque chose, dans une démarche. Donc, je pense que j'étais assez bien préparé au processus. Après, oui, c'est compliqué dans le sens où il y a des papiers à remplir, il y a des formulaires à compléter. Il faut se repencher sur les 5 dernières années de sa vie pour essayer de tout donner en détail. Mais une fois qu'on a commencé dans le processus, je pense que c'est assez fluide et j'ai pas éprouvé tant de difficultés que ça. Comment avez-vous vécu cette période-là un peu incertaine, là, quand on sait qu'on s'en vient, mais là, il faut attendre des fois des papiers, il faut attendre des choses. Comment vous avez vécu cette période-là? J'avais hâte de partir, pour être honnête. Oui, donc une fois que les papiers ont été envoyés, c'était vraiment de la préparation pure et simple du voyage, faire la valise, recommencer à prospecter des logements sur place. Grâce à Internet, justement, c'était beaucoup plus facile. Et c'est vraiment de la préparation concrète. Donc, votre vie au Canada, vous semblez être bien installé maintenant. Est-ce que vous avez eu des surprises en arrivant au Canada? Oui, dans le sens où j'ai rencontré ma compagne avec qui je partage ma vie au Canada. Et donc on s'est rencontrés, elle est française aussi, on s'est rencontrés là où on travaillait avant, à l'Alliance française. Et nous avons maintenant 2 enfants qui sont tous les 2 nés ici à Halifax au Canada, dont 2 petits Canadiens. Et donc voilà, c'était une excellente surprise et ça continue avec les enfants, on est surpris tous les jours aussi maintenant. Donc, honnêtement, en vous écoutant, si j'habitais pas déjà au Canada, ça me donnerait le goût. Mais qu'est-ce que ça prend pour être vraiment un candidat idéal pour immigrer en Acadie, immigrer au Canada, en Nouvelle-Écosse? Je pense que déjà, il faut écouter ses rêves. Il faut déjà avoir une envie, il faut déjà avoir un rêve, avoir un objectif de vie, de changer de vie par rapport à la vie qu'on connaît chez soi, à la base. Ensuite, je pense qu'il faut juste se donner les moyens. Après, il n'y a pas une voie qui est préférable par rapport à une autre. Ce qui est vraiment intéressant avec les systèmes d'immigration au Canada, c'est qu'il y a plusieurs voies, il y a plus possible, il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas qu'une seule voie qui est déjà toute tracée. Donc vraiment, en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses compétences, de son expérience, on peut choisir telle ou telle voie. Et donc c'est difficile comme question parce qu'il n'y a pas de... Je peux pas dire noir ou blanc, c'est comme ça. Ouais. Il n'y a pas de moule dans lequel il faut rentrer. Faut vraiment suivre son cœur, suivre ses rêves et puis savoir qu'il y a... Si une opportunité, ça passe à là, il y en aura une autre après. Il n'y a pas une seule voie en fait pour y arriver. Et bien de la préparation. Exactement. La préparation, ça aide beaucoup. Bonjour.
Premièrement, je vous demanderais de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Luc, puis je suis en charge du recrutement international à l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse. Excellent. Pourriez-vous commencer par nous faire un survol de votre institution? L'Université Sainte-Anne, c'est une toute petite université de 500 étudiants située, comme je l'ai dit, à Pointe-de-l'Église. C'est dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment une université dans un contexte hyper particulier parce que c'est une université qui est dans un village. Et ça donne un contexte très, très, très particulier. On a des étudiants internationaux, donc on est probablement le village le plus multiculturel de la Terre. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'on est, dans ma tête, on est le village le plus multiculturel de la Terre. Et puis, c'est une université que j'appelle personnellement l'université du bonheur et de l'amour éternel. Pourquoi? Il y a 21 ans, je suis allé en Nouvelle-Écosse pour travailler pendant 5 semaines. Je partais d'une grande ville canadienne et puis je suis arrivé pour travailler 5 semaines et je ne suis jamais parti. C'est comme une grande famille dans une petite université. On a tout ce qu'on a dans une grande université, mais en plus, on crée des liens beaucoup plus facilement. On a des tout petites classes, on connaît nos professeurs par leur prénom, ils nous connaissent par notre prénom. Si on fait quelque chose de bien, tout le monde le sait. Si on fait quelque chose de mal, tout le monde le sait. Si on fait rien, tout le monde le sait. Donc, c'est vraiment, vraiment un contexte hyper particulier. Et c'est ça. Si vous aimez le bonheur, vous aimez l'Université Sainte-Anne. Quels sont les services que vous offrez aux étudiants, justement, avant le départ et une fois sur place à l'Université Sainte-Anne? Bien, puisqu'on est une toute petite université, ce que j'aime dire, c'est qu'avant l'arrivée, on est là pour les étudiants. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler à 27 personnes différentes ou à un numéro 22 47 72, vous allez parler à Luc. Et puis, si vous avez des questions à poser, vous allez écrire à Luc et je peux répondre à toutes vos questions. Et sinon, je peux vous transférer à la bonne personne à l'université. Par exemple, vous voulez parler des finances, vous écrivez à Luc, c'est moi. Et puis, je vous transfère directement à la personne au bureau des finances qui est aussi un prénom et non un numéro. Donc, vraiment, ça, c'est avant l'arrivée. Une fois sur place, on a vraiment, on va vous accueillir à l'aéroport. Donc, c'est à 3 heures de route de l'université, l'aéroport. Donc, si vous ne savez pas parler anglais, il y aura quand même quelqu'un là pour vous attendre. C'est Luc. Qui va faire bonjour. Et puis, ensuite, une fois arrivé sur place, on vous jumelle à un ancien ou une ancienne étudiante qui va vous montrer, disons, où s'inscrire à ses cours, où se trouver une carte étudiante, où se trouver un téléphone cellulaire. Je sais que ça paraît anodin comme ça, mais quand on change de pays, ça peut être difficile. Maintenant, on a, si jamais, par exemple, si vous êtes catholique, il y a la plus grosse église en bois en Amérique du Nord est juste à côté de l'université. Mais si jamais vous avez une autre religion, par exemple, vous pouvez poser des questions. On a une salle multi-foi. Si vous êtes, peu importe, vous êtes musulman, vous êtes protestant, vous êtes juif, tout ça, vous avez une salle comme ça sur le campus. Et puis, on a une association des étudiants étrangers. Et on a aussi une personne, un animateur ou une animatrice en charge des étudiants étrangers. En plus des services offerts à tout le monde, incluant les Canadiens et les Canadiennes. Donc, vous avez tout ça. Et encore une fois, vous pouvez juste aller voir Luc, et je vais vous dire où ça. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre aussi. Là. Vous pouvez parler à Chantal ou à Sébastien, peu importe, mais Luc, c'est plus court. Luc, la baie Sainte-Marie, c'est l'Acadie, pour les gens qui ne le savent pas. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que représente l'Université Sainte-Anne au sein de la communauté acadienne, mais aussi pour la population des étudiants internationaux. Là. Exactement. L'Université Sainte-Anne, puisque c'est, comme je l'ai dit plus tôt, une université dans un village, c'est vraiment le centre culturel et sportif de la communauté. Donc, si on veut aller voir un spectacle, ça se passe sur le campus. Si on veut aller faire du sport, ça se passe sur le campus. On veut aller prendre une marche dans la forêt, il y a des sentiers sur le campus. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une église pratiquement sur le campus. Donc, vraiment, c'est une sorte de mini-centre-ville dans un village extrêmement grand parce que c'est 900 km² la région de... On appelle ça la baie Sainte-Marie ou la municipalité de Clare. Donc, c'est 900 km² pour 8000 habitants. Donc, vraiment, on a beaucoup d'espace et tout ça, mais l'université, c'est vraiment un centre. C'est comme une sorte de poumon de la communauté. Évidemment, il y a d'autres industries, la pêche et tout ça, mais à l'Université Sainte-Anne, on a beaucoup, beaucoup de services de la communauté qui sont concentrés
dans une plus petite zone. Convivialité, proximité, c'est vraiment ce que je retiens de vous, Luc. Est-ce que s'il y a des gens intéressés à s'inscrire à l'Université Sainte-Anne, où est-ce qu'on peut vous joindre, en fait? Très facile, U-Sainte-Anne, sans trait d'union, donc USAINTEANNE.ca, ou vous pouvez écrire directement à recrutement@usainteanne.ca et puis vous demandez Luc. Et si vous ne vous souvenez pas de Luc, vous pouvez juste écrire le monsieur étrange que j'ai vu par vidéo. Donc, et puis, ils vont savoir que c'est Luc. Donc, vous pouvez, si vous aimez le bonheur, encore une fois, venez par ici et on vous en parlera. Maintenant, puisqu'on est une petite université, j'aimerais juste mentionner qu'on a probablement moins de filières de programmes que des plus grandes universités, mais bonne nouvelle pour vous, si jamais on n'a pas le programme, je peux vous rediriger vers d'autres universités, puis comme par exemple l'Université de Moncton, et vous aurez quand même une excellente éducation. Donc, bienvenue. Merci. Bienvenue au Canada, en Acadie. Donc, nous avons avec nous le directeur du développement au recrutement étudiant pour l'Université de Moncton, Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour, Jason. Mathieu, j'aimerais que tu nous fasses un survol de l'Université de Moncton. Bien, l'Université de Moncton, dans ce contexte d'Acadie, bien sûr, il faut la remettre dans son histoire. Elle a plus de 100 ans d'histoire dans la connaissance de ce qu'a été l'éducation postsecondaire en Acadie. On avait les collèges classiques qui nous amenaient vers l'université dans ses 3 campus, 3 constituantes au Nouveau-Brunswick, qui a eu une vocation, que je dirais, d'éducation en français. Parce que c'est important de le préciser, parce que quand les gens vont s'informer des suites de cette rencontre qu'on a ensemble, ils vont dire, bien, la place qu'elle a au niveau du Canada, c'est la plus grande institution de langue française au Canada hors Québec. Donc, vraiment, quand on parle des filières qui sont données en français, c'est ici que ça se passe. Donc, dans 3 régions du Nouveau-Brunswick, le nord-ouest, le nord-est et le sud-est, on peut vraiment étudier dans toutes les facettes en français qui sont de l'éducation à la psychologie, les sciences sociales. Et puis, je sais qu'ensuite, je peux œuvrer au sein de cette population qui est en Acadie. Bien sûr, l'Université de Moncton a eu une vocation également internationale. C'est pour ça qu'on a plus de 41 pays de l'université qui sont représentés venant de l'international. Et l'Université de Moncton, lorsqu'on pense à vraiment, est-ce que c'est l'internationalisation de l'Acadie qui a eu lieu, elle a été un porte-flambeau au niveau international de l'Université de Moncton, de par les sommets de la francophonie. Donc, les gens qui nous regardent diront, ben oui, j'ai entendu parler de l'Université de Moncton ou du Nouveau-Brunswick ou de l'Acadie lors d'événements à l'international, parce que la population étudiante, qui est 23 diplôme, et puis retournent dans leur communauté ou s'installent littéralement avec le contexte de l'immigration qu'aujourd'hui on aborde. Donc, l'Université de Moncton est chef de file aussi dans cette immigration en Acadie. Donc, je crois que c'est important de mettre la présence et le rôle que joue l'université dans la discussion qu'on a ensemble pour que les gens comprennent aussi que le diplôme de l'Université de Moncton est reconnu partout à travers le monde. Donc, c'est ce qui fait que les gens de plus de 41 pays qui vont venir ici diplôment, et ils ont un diplôme qui est reconnu au sein des facultés à l'international. Si, par exemple, quelqu'un veut faire un master, une maîtrise, ou voudrait poursuivre jusqu'à un doctorat, on a les équivalences et on a arrimé notre système ici à l'université, mais au Canada. On pourra le préciser un petit peu plus longuement après. Par rapport à le système que le système français a à l'international. Donc, le LND, la licence, le master, maîtrise, et voire le doctorat. Donc, on a arrimé nos formations avec le système français à l'international. Maintenant que vous nous avez donné le goût d'aller étudier en Acadie, quelles sont les formalités afin d'obtenir justement un permis d'études à l'Université de Moncton? Oui, parce que c'est certain que dès qu'on a cette curiosité d'aller étudier en français, on vient en Acadie, on découvre toute l'histoire, la culture, la richesse de l'Acadie, on se dit, mais comment je fais pour y aller? Très important, la première étape est toujours l'admissibilité à l'université. Donc, quand on parle d'études postsecondaires, qu'on soit au niveau du secondaire, donc en termes de licence, au niveau
postsecondaire pour le système français, pour les gens qui nous écoutent. Si je suis au baccalauréat, donc le diplôme en licence, donc je suis en train de terminer comme un lycéen, est-ce que je peux adhérer immédiatement à l'université? Oui, premier critère. Donc, je sais qu'après ma seconde, première et terminale, de niveau terminal dans le système français, je peux venir directement à l'Université de Moncton en fournissant les relevés toujours depuis ce que j'ai fait depuis la seconde. Donc, les gens nous demandent souvent, est-ce que c'est seulement l'obtention du bac, qui est le diplôme secondaire à l'international dans le système français? Oui, sine qua non, le bac. Mais pourquoi on se rencontre aujourd'hui? Pourquoi on a cette présentation avec les gens qui nous regardent tôt dans l'année scolaire? C'est pour se préparer pour, éventuellement, oui, après l'admissibilité, le permis d'études. Parce que, bien sûr, avoir l'obtention d'une admissibilité à l'université, ce n'est pas la démarche la plus compliquée, ou je devrais dire la plus longue, c'est littéralement le permis d'études, après canadien, pour venir ici étudier en Acadie. Si je suis quelqu'un qui nous écoute et qui a déjà un diplôme au niveau universitaire en France ou peu importe où dans la francophonie internationale, je dois fournir tous les relevés que j'ai faits depuis l'obtention de mon diplôme d'études secondaires et ce que je fais présentement. Si c'est au niveau doctorat, qu'on a des chaires de recherche, on a des chaires d'études à l'université, là, je dois aller voir le contenu de ces recherches, de ces chaires de recherche qu'on voit sur le site Web, bien entendu. Et là, je rentre en contact avec les responsables de département. Donc, je tiens à le préciser parce que ce n'est pas toujours la même démarche qui se fait au niveau postsecondaire, autant au Canada qu'à l'international. Donc, l'Université de Moncton, c'est comme ça qu'on le fait, mais à la fin, on donnera nos coordonnées aussi pour nous envoyer toute question. Vous verrez même voir au bas de l'écran qu'on donne toujours notre site courriel pour venir nous poser toutes questions. On a même un chat qu'on a habituellement avec des gens, soit des préposés à l'admission ou qu'on a des gens qu'on peut répondre à vos questions. Donc, sentez-vous libre de le faire. Allons un peu plus loin maintenant. Parlez-nous des services que vous offrez pour la population des étudiants internationaux, avant leur départ, mais aussi une fois rendus sur place. Oui, en fait, lorsqu'on prévoit de partir étudier en Acadie, on s'en va au Canada, ce n'est pas seulement embarquer dans un taxi et je me rends dans le quartier suivant. C'est littéralement de se préparer et cette préparation, on l'offre aussi en accompagnement. Depuis la première fois que vous entendez parler de l'Université de Moncton, que vous rentrez en contact avec nous, on a des services sur nos 3 campus pour littéralement accompagner les étudiants. Une fois que je suis admise à l'université, à ce moment-là, on reste en contact avec les étudiants et les étudiantes qui vont venir se joindre à nous en demandant un plan, un itinéraire de vol ou de voyage. Comment allez-vous vous rendre vers chez nous en Acadie? Bien sûr, généralement, les étudiants passent par les grands aéroports d'où l'immigration est située pour voir le permis d'études, justement, qu'on parlait tout à l'heure. Et puis, le plan de vol, on le suit. Si la personne prend un vol depuis une ville en Europe ou partirait d'un autre continent, on suit et on s'assure qu'il y a quelqu'un dès l'arrivée à l'aéroport ou à la gare, à la station d'autobus, qu'on peut aller vous chercher et on vous installe littéralement sur nos 3 campus à l'université. Donc, que ce soit en résidence ou en appartement étudiant, on s'assure que personne n'est laissé à soi-même en arrivant dans ce nouveau monde en Acadie. Donc, c'est quelque chose qu'on en est fiers. Donc, c'est notre service aux étudiants internationaux qui se poursuit aussi durant les études. Ce n'est pas seulement, vous êtes arrivés, félicitations. On a quand même des services en place. L'université investit beaucoup d'argent dans l'accueil de nos étudiants, l'intégration de nos étudiants. On les accompagne également lorsque vient, par exemple, dans un programme, un stage coop. On s'assure de suivre le parcours des étudiants pour dire, à cette période-ci, vous devriez faire vos démarches pour trouver un stage, à mesure d'avoir un emploi étudiant ou dans votre domaine. Donc, on a également des services qui sont dans des facultés ou qui sont même des services intégrés de l'Université de Moncton, complémentaires à nos services aux étudiants internationaux. Donc, Mathieu sera présent à la fin dans les kiosques virtuels pour répondre à vos questions. Mais Mathieu, une adresse pour vous joindre? Comme vous le voyez au bas de l'écran, écrivez-nous, posez-nous déjà vos questions si vous le voulez avant de venir nous joindre dans le kiosque. Je serai présent avec mon collègue et mon collègue est également en mesure de répondre aux questions que vous aurez sur les permis d'études ou ce qui viendra après l'admissibilité de vous ou de quelqu'un de votre famille pour l'Université de Moncton. Alors, au plaisir de vous rencontrer au kiosque. Merci. Donc, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le CCNB, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on dit le CCNB, mais c'est 5 campus
qui sont répartis dans 5 belles régions du Nouveau-Brunswick. C'est un établissement d'études postsecondaires qui offre des formations techniques d'une durée qui va varier généralement entre 1 an et 2 ans. Certains sont plus courts, certains sont plus longs, mais la majorité de notre programmation, c'est des programmes d'1 année ou 2 années. C'est une formation qui est axée sur le marché du travail. Donc, c'est des programmes qui ont été designés pour répondre aux besoins du marché du travail du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est des enseignants qui sont chez nous, qui sont là pour passer à la relève. Donc, pour dire, voici, moi, j'ai mon bagage, parce que ce sont des enseignants qui sont formés et expérimentés dans leur domaine respectif, puis qui vont donner la formation aux étudiants qui arrivent chez nous. C'est une formation qui est très pratique, je l'ai dit, c'est appliqué, c'est concret. Donc, le CCNB, c'est des laboratoires, c'est des ateliers, c'est des salles de mise en situation pour permettre à l'étudiant vraiment de vivre sa formation. On les forme pour les diriger vers le marché du travail, puis qu'ils arrivent et qu'ils soient prêts à y faire face. Puis je dirais en terminant que le CCNB, c'est vraiment toute une équipe qui est là en soutien aux étudiants. On parle de conseillers d'orientation, de conseillers à l'inclusion pour la réussite et l'apprentissage, des conseillers en santé mentale. On a une multitude de personnes qui sont là pour veiller à la réussite de nos étudiants, puis qui travaillent ensemble, puis qui les accompagnent dans leur parcours collégial. Si je peux me permettre, quels sont au juste les besoins du marché ici dans la région du Nouveau-Brunswick, en Acadie? C'est super varié. Je dirais, bon, bien là, présentement, au niveau de la santé, je pense qu'on est là. Il y a un urgent besoin. Puis les formations qu'on offre au CCNB depuis des années, sont là, répondent à la demande, mais là, il y a peut-être justement une demande plus accrue pour ces domaines-là. Au niveau de l'information, nouvelles technologies, ça aussi, ça va de l'avant. Les métiers ont été longtemps un peu mis de côté, mais au niveau des métiers, il y a une demande, puis il y a des formations, puis ce sont de belles professions, mais qui manquent un peu là, de valorisation, un petit push de notre part. Donc, puis là, il y en a plein d'autres, c'est ce qui me vient en tête, mais il y a une équipe, justement, CCNB, qui est là pour voir. Puis comme je disais, nos enseignants nous arrivent du milieu. Hein, c'est des gens qui ont travaillé dans le domaine, puis qui, maintenant, sont enseignants. Ils ont tous un parcours professionnel avant de devenir enseignants. Donc, eux traînent un réseau quand ils arrivent au collège, puis sont capables, après ça, justement, d'adapter leur contenu de cours en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc, il y a vraiment une notion d'être très, très, très collé sur ce qui se passe ici, chez nous, un peu partout. Marie-Hélène, à quel endroit on peut vous joindre ou vous contacter? C'est une très longue adresse, mais qui va apparaître. Donc, c'est question pluriel ccnbweb commercial ccnb.ca. C'est là où tous les recruteurs vont aller. Donc, l'équipe, on est 5. C'est nous qui allons répondre à vos questions. Chaque question est répondue très rapidement. Puis, c'est une tâche qui nous tient à cœur parce que justement, c'est le premier contact avec les gens qu'ils peuvent nous rejoindre là. Sinon, sur le site web du CCNB à ccnb.ca, il y a une multitude d'informations qu'on peut aller chercher. Puis on arrive toujours à trouver quelqu'un qui va nous diriger vers la bonne personne. Marie-Hélène, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous, puis au plaisir de vous rencontrer puis de pouvoir vous accompagner dans votre projet d'études au Canada. Merci. Merci. Je vais commencer par vous demander votre nom et votre titre. C'est Angélique. Je suis directrice générale de l'Agence de développement de la région de l'Ouest. Et Omar, agent de développement du marché du travail et l'immigration, Cap-Breton. Pour mettre la table, j'aimerais commencer par vous demander à quoi ressemble l'économie néo-écossaise. Je vais commencer à vous parler un petit peu de l'économie rurale et surtout dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Alors, l'économie tourne surtout autour de l'industrie de la pêche, alors de la récolte à la transformation jusqu'à la valeur ajoutée. Alors, c'est ça vraiment qui fait tourner l'économie. On a aussi la construction navale. Alors, plusieurs des postes sont soit des postes spécialisés
dans la construction navale ou des postes qui ont à faire avec la transformation des produits? Moi, je peux parler un peu généralement. Alors, pour la Nouvelle-Écosse, c'est divisé entre 5 régions économiques. Halifax étant la plus grande, et après ça, le Cap-Breton, Côte-Nord, la vallée de l'Annapolis et Sud. Alors, comme la plupart du Canada, 81% d'emplois, c'est dans le secteur du service, tel que la santé, les services professionnels et scientifiques, et l'éducation, et le reste étant dans la pêche et tout ça. Mais, parce qu'on est dans l'Atlantique, et au Cap-Breton, par exemple, il y a 13 fois plus de personnes employées dans la pêche que le moyen national du Canada. Alors, pour le Cap-Breton, les secteurs où il y en a le plus d'emplois, c'est la santé, premièrement, et après ça, les commerces, détail et en gros, et l'éducation, et après ça, la construction aussi. Qu'en est-il des services que vous offrez aux nouveaux arrivants qui auraient le goût de l'entrepreneuriat? À quel genre de services peuvent-ils s'attendre en Nouvelle-Écosse? OK, alors moi, je peux parler par exemple pour les organisations de développement économique. Alors, pour nous, par exemple, nos clients principaux sont les entrepreneurs. Alors, on a des services, par exemple, on a des agents de développement économique. C'est eux qui travaillent avec les municipalités, les entrepreneurs, à gérer leurs défis pour trouver, par exemple, s'ils ont besoin des permis, les opportunités qui existent et n'importe ce qu'ils veulent, en fait. Alors, nous conseillons vraiment que s'ils ont besoin de démarcher une idée du travail ou une nouvelle affaire, de nous contacter. La Nouvelle-Écosse est une province qui est très bien réseautée aussi. Alors, on se connaît d'un bout de la province à l'autre. Alors, ça, c'est très important aussi du point de vue d'un client qui arrive à nos portes. Alors, il n'y a vraiment pas une mauvaise porte d'entrée. Vous pouvez parler à moi dans le Sud-Ouest ou Omar au Cap-Breton, mais on travaille tous ensemble pour le bien-être du client. Donc, en gardant en tête justement ce que vous venez de nous dire, que la population de la Nouvelle-Écosse est vieillissante, quelles sont les opportunités actuelles et futures pour la province de la Nouvelle-Écosse? Pour le futur, on a plein des bonnes nouvelles. Alors le gouvernement de Nouvelle-Écosse, il vient d'annoncer plusieurs projets majeurs d'infrastructures. Par exemple, l'agrandissement de l'hôpital régional du Cap-Breton, l'agrandissement de l'hôpital du Glace Bay, la construction du nouveau campus pour le collège communautaire. Ça sera au downtown Sydney. Et 2 établissements de long terme et 2 établissements de hub communautaire. Alors, le Cap-Breton, la municipalité du Cap-Breton, c'est une des 5 municipalités qui font Cap-Breton comme région économique. C'est un des plus âgés à 48,9 au Canada. Ça nous place comme un des plus âgés centres urbains au Canada. Alors, pour nous, les défis qu'on va avoir concernant ces projets majeurs, il y aura plusieurs positions qu'on aura des pénuries. Dans le domaine de construction, le Cap-Breton emploie 2 fois plus de personnes que le moyen national. Alors, avec ces constructions majeures, on aura des pénuries, bien sûr. Par exemple, des maçons, on va le mettre sur l'écran. Oui, comme ça sera plus facile. On peut voir justement sur l'écran tous les différents postes qui ont de la pénurie présentement en Nouvelle-Écosse. Oui. Et ça va durer dès maintenant jusqu'à l'année 2027. Alors, ce sont des constructions majeures qui vont durer plus que 5 ans, 7 ans. Et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on a un nouveau secteur qui est émergent. C'est le secteur autour de l'énergie verte. Alors, on est près de la baie de Fundy et la baie de Fundy a les plus hautes marées au monde. Alors, c'est idéal pour venir et faire des recherches au niveau de l'énergie marémotrice. Alors, ça, c'est un bel exemple il y a des postes qui émergents dans le domaine et une fois qu'on arrive à commercialiser ces projets-là, il y aura de plus en plus d'opportunités d'ici les prochains 10-20 ans.
Donc, merci beaucoup, Omar et Angélique, de nous avoir entretenus aujourd'hui. Donc, si on veut vous rejoindre, avez-vous une adresse courriel ou un site web? Oui, absolument. Alors, pour le Cabreton, ce sera welcome à commercial cabretonpartnership.com. Et vous pouvez rejoindre notre site web, c'est le www.westernren.ca. Excellent, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par vous demander votre nom et votre titre. Donc, je m'appelle Michel, je travaille comme agent d'immigration économique au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Mon rôle est d'aider les nouveaux arrivants francophones à s'intégrer et à trouver du travail, mais en même temps aussi de sensibiliser, d'engager les employeurs à recruter les nouveaux arrivants. Pourriez-vous d'abord nous brosser un portrait de l'économie néo-écossaise? Alors, la Nouvelle-Écosse compte 965 000 habitants à peu près. C'est une province qui comporte des régions majoritairement anglophones, mais aussi francophones acadiennes, dans la région sud-ouest avec la baie Sainte-Marie, la région d'Argyle, et Cap-Breton avec Chéticamp et l'île Madame, qui est une région absolument magnifique. Et donc, longtemps, la Nouvelle-Écosse a eu une activité de secteur forestier, pêche, chantier naval, agricole, etc. Et puis, avec une croissance soutenue, et puis surtout depuis 2 ans, l'économie, on a vu une économie de transition, c'est-à-dire avec les secteurs de services qui se sont de plus en plus développés, l'industrie, et donc avec l'arrivée d'acteurs importants comme IBM, secteur aérospatial, IT, le tourisme, un boom économique sur le tourisme avec l'arrivée aussi des croisiéristes et aussi la région qui attire quand même, qui est très belle et qui attire la province qui attire de nombreuses personnes. Il y a eu bien sûr un frein à l'économie avec le Covid, mais le chômage a été en moyenne de 10% et puis le mois dernier 8%. Il y a une reprise légère des secteurs d'activité comme les services. Qu'en est-il des nouveaux arrivants qui auraient le goût de l'entrepreneuriat et qui aimeraient démarrer une entreprise? Premièrement, est-ce possible et à quel genre de services peuvent-ils s'attendre lors des démarches? Alors, au Conseil développement économique, nous avons un agent qui est dédié à ce type de service. Donc, lui, son rôle est vraiment d'aider les nouveaux arrivants francophones une fois qu'ils sont installés ici et qui ont un projet d'entrepreneuriat. Donc, il va accompagner ces personnes sur le projet plan d'affaires, marketing, l'orientation sur les ressources de financement possibles. Donc, vraiment, il fait soit des formations en groupe, virtuelles bien sûr, et des formations en individuel où il suit la personne sur son parcours d'entrepreneuriat. Et pour quelqu'un, un nouvel arrivant qui souhaiterait reprendre une entreprise existante, est-ce que c'est possible pour eux? Alors, au Conseil de développement économique, nous avons des agents, donc nous sommes provinciales, nous avons des bureaux sur toute la province. Et nous avons des agents qui sont vraiment, qui ont une expertise dans ce domaine, qui ont été eux-mêmes entrepreneurs, qui connaissent bien la province et qui peuvent appuyer les nouveaux arrivants qui auraient, je dirais, une envie de faire une reprise d'entreprise. Et donc, ils pourraient les appuyer pour voir la viabilité de ce projet. Et bien sûr, ces services sont gratuits. Donc, et comme je vous dis, ils connaissent bien les secteurs, ils ont été eux-mêmes entrepreneurs. Donc, je pense que ça, c'est un point positif. Aviez-vous, Michel, d'autres informations à partager avec nous aujourd'hui? Alors oui, je pense que les personnes qui regardent notre site web vont voir qu'il y a une multitude de services en français. Je pense que c'est très important comme information à donner. C'est vrai qu'au début, on veut s'intégrer, on est dans un milieu anglophone, etc. Mais très vite, on a besoin d'avoir nos bases et notre vie sociale. Et sur notre site, nous avons toute une liste de contacts
de partenaires francophones, de contacts dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine financier, si on a besoin d'un comptable, etc. Donc on a toute cette liste à disposition. Et bien sûr, si les gens veulent nous contacter, on peut les orienter vers nos partenaires. Ça, je pense que c'est important. Et l'importance pour nous, c'est pas qu'il y ait une personne de la famille qui réussisse. C'est important qu'il y ait toute la famille qui s'intègre. Donc on veut faire un travail de groupe avec nos partenaires, que ce soit les écoles, que ce soit les gouvernements provinciaux et les partenaires qui agissent en établissement. Donc on est là pour les accompagner. Donc toutes les informations sont sur notre site web pour ça. Et donc ça je pense que c'est très utile pour les nouveaux arrivants. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer par vous demander votre nom et votre titre. Moi, c'est Isabelle, agent d'immigration économique. J'aimerais commencer par vous demander à quoi ressemble l'économie du Nouveau-Brunswick. Bien, on est vraiment chanceux d'être dans une province qui est diversifiée avec différents postes, différents secteurs aussi. Fait qu'on représente plusieurs choses au Nouveau-Brunswick, comme par exemple dans le nord-ouest. On voit beaucoup de foresterie puis des matières premières. Après, tu as la côte est qui est plutôt sur le bord de la mer. Donc, avec cet accès-là, ça nous donne beaucoup plus quelque chose en termes des métiers dans le domaine des pêches. À Moncton, on voit beaucoup, c'est dans les nouvelles technologies. Mais ça que je dis, oui, c'est certains domaines, mais il ne faut pas s'attarder à ça non plus parce qu'il y en a plusieurs autres aussi. J'ai juste donné les plus dominants, si tu veux, dans les régions-là. Donc, qu'en est-il des nouveaux arrivants qui auraient le goût de l'entrepreneuriat et qui aimeraient démarrer une entreprise? À quel genre de services peuvent-ils s'attendre? Donc, les nouveaux arrivants, ils peuvent consulter les ruches. Donc, il y a quelques ruches au Nouveau-Brunswick, vous les trouvez sur notre site web. Les ruches sont là pour aider justement les nouveaux arrivants à développer une entreprise avec les différents outils nécessaires pour justement commencer à partir de zéro ici, là. Et pour un nouvel arrivant, une nouvelle arrivante qui voudrait reprendre une entreprise déjà existante, est-ce que c'est possible? Oui, donc avec le R&D, justement, il y a un programme qui a été créé récemment parce qu'on a un secteur d'entrepreneuriat. Le programme, ça s'appelle Carrefour Relève PME. Ce programme-là, c'est pour mettre en contact les acheteurs et les vendeurs. Donc, avec le R&D encore, il y a un programme pour les femmes entreprenantes qui s'appelle Solutions Entrepreneuriat. Donc, merci Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Mais d'abord, merci beaucoup à vous deux de partager vos témoignages. Le but de ces entretiens sera vraiment de mieux comprendre votre expérience d'immigration canadienne et d'en retirer, espérons-le, quelques conseils. D'abord, je vais vous demander combien de temps ça fait que vous êtes au Canada? Depuis un petit peu plus de 4 ans et demi. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Le hasard, l'aventure. Tu étais dans un poste qui t'intéressait, pas nécessairement envie de bouger. Moi, je voulais bouger. Je voulais aller aux Amériques. Je voulais aller visiter quelque chose d'autre. On avait peut-être une alternative d'aller s'installer sur une autre ville en France. Et puis finalement, non, je voulais bouger et venir au Canada. C'était l'idée aussi que on avait bientôt 50 ans et puis on se disait, est-ce qu'on va finir notre vie là et pas s'encrouter, mais... S'encrouter. Ou est-ce qu'on repart de zéro? Et on ne s'est pas trouvé assez vieux pour s'encrouter. Alors on s'est dit, on va repartir de zéro. Qu'est-ce que vous avez choisi comme visa? Comment vous avez choisi, en fait? Alors, le choix du visa, il s'est fait vraiment par hasard. On a rencontré on a participé à un groupe d'immigration organisé par Immigration Canada, et ils nous ont proposé un type de visa. Et en fait, on se rend compte qu'on a eu beaucoup de chance, parce que le visa qu'on a choisi, c'était le visa qu'il nous fallait. C'était le visa qui nous donnait le plus de liberté. On pouvait devenir entrepreneur, on pouvait devenir salarié, et on avait une résidence permanente. Et vraiment, c'est quelque chose... Maintenant, je me rends compte de la chance qu'on a eue et des risques qu'on n'a pas pris et qu'on aurait pu prendre si on n'avait pas été bien conseillé sur le visa.
Donc c'est vraiment important de choisir son visa et de se poser des questions que nous, heureusement et malheureusement, on ne s'est pas posées. Mais on avait un visa qui nous permettait donc très grande liberté et puis qui était très rapide. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps de venir. Du moment où vous avez eu l'idée de partir au Canada jusqu'au moment où vous êtes arrivé, le délai a été de combien de temps? 13 mois. On a rencontré l'agente. Dans la foulée, on a décidé de venir visiter parce qu'il faut bien imaginer qu'en face de nous, on avait une jeune femme qui nous parlait du Nouveau-Brunswick. Et il faut bien imaginer que pour nous, le Nouveau-Brunswick, on ne savait absolument pas ce que c'était. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur les conditions de départ et d'arrivée. Il faut en parler, c'est presque nécessaire. De l'argent. Ça coûte combien ce processus d'immigration environ? Tu pars de France, tu as le voyage exploratoire. Aller, retour, 10 jours de vacances sur place. Tu montes ton dossier, il y a des frais de dossier, il y a des frais de visite médicale, il y a des frais multiples et variés. Tu as ton invitation à venir, tu es super content, tu reprends l'avion. Tu t'installes ici, il faut partir environ sur une base de 6 mois, à minimum 6 mois, pour pouvoir commencer à trouver le premier emploi. Donc il faut pouvoir louer de quoi se loger, subvenir à ses besoins, avoir une voiture, indispensable la voiture. C'est surtout quand tu viens d'une grande ville en France et tu connais le système de métro et de tramway et de bus, c'est pas le cas ici, donc voiture indispensable. Et en fait, ça a mis bout à bout. Je pense que pour vivre dans des bonnes conditions, il faut à deux environ 30 000 $. Ça, c'est ce qui permet de venir sans être aux abois, sans commencer à paniquer, sans prendre n'importe quoi comme poste, juste par peur justement de ne pas pouvoir payer ses factures. En ce qui a trait à ces conditions de départ et d'arrivée-là, est-ce que vous avez rencontré certains défis? Alors, on avait la chance d'avoir rencontré des gens qui vivaient ici avant d'arriver. Et je pense que le défi principal, c'est de se retrouver vraiment seul en arrivant. Donc, il y a vraiment besoin de préparer son arrivée, de s'être renseigné sur combien coûte quoi, sur où trouver un logement en arrivant, où trouver une voiture en arrivant, comment inscrire les enfants à l'école. Nous, on est arrivés sans enfants. Donc, il y a des défis auxquels on n'a pas été confrontés parce qu'on avait bien préparé avant notre arrivée. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis, il y a un sentiment, et on avait la chance de rencontrer des gens qui nous avaient prévenus, il y a un sentiment de vivre un rêve en arrivant qui fait qu'on va faire plus confiance aux gens qu'on ne le ferait dans son pays d'origine. Et même si les Canadiens sont bienveillants, comme partout, il y a des gens plus ou moins bienveillants. Et ça serait facile de se faire un petit peu embarquer dans des dépenses qui seraient pas celles qu'on aurait faites dans son pays d'origine. Donc il faut faire attention à, certes, faire confiance, mais être toujours très critique ou très intègre dans ce qu'on fait, en se posant toujours la question, est-ce que je ferais ça chez moi? Et si on ne ferait pas ça chez soi, il ne faut pas le faire ici. Est-ce que pour terminer, il y aurait quelque chose que vous souhaiteriez mentionner qui serait peut-être utile pour ces gens qui souhaitent venir s'installer en Acadie? L'immigration, ce n'est pas forcément pour tout le monde. L'immigration, c'est un choix, et c'est un choix qui est compliqué, et qu'il faut vraiment avoir conscience que ça ne résout aucun problème. On vient, c'est une auberge espagnole, on vient avec les problèmes qu'on avait avant, donc ce n'est pas une solution, ce n'est pas une fuite. Ça crée plutôt des nouvelles tensions, donc c'est un catalyseur à émotions. Si on s'entend bien, on va s'entendre encore mieux. Si on ne s'entend pas bien, on va s'entendre encore moins bien. Ça met beaucoup de pression sur la famille, ça met beaucoup de pression sur les enfants, ça met de la pression financièrement, c'est un vrai investissement. Et il faut vraiment réfléchir au fait qu'on va repartir de zéro. Il faut réfléchir à est-ce qu'il y a un métier pour soi là où on va? Si vous voulez être créateur de jeux vidéo, il n'y a pas d'entreprise de jeux vidéo à Moncton. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un métier qui nécessite d'avoir une équivalence de diplôme, comment on fait? Et enfin,
Si psychologiquement on est déjà ce que moi j'appelle un peu petit oiseau sur la branche, c'est-à-dire si on a des tendances à pas toujours aller bien, à pas toujours être optimiste, à pas toujours voir pas toujours à penser que demain sera mieux qu'hier, je pense que l'immigration c'est pas trop pour vous. Parce que c'est un challenge, c'est une remise en cause personnelle, professionnelle, familiale, c'est très très enrichissant, mais c'est vraiment challengeant. Donc il faut pas idéaliser l'immigration. C'est super cool, mais, il y a beaucoup de mais. C'est peut-être ça, ce sur quoi je voudrais insister. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je commencerai par vous demander de vous présenter. Oui, alors bonjour Jason, je suis Marie-Josée, je suis la directrice de l'attraction et de l'intégration de la main-d'œuvre pour l'immigration au Nouveau-Brunswick. Et je suis Nicolas, je suis un agent d'immigration avec Marie-Josée au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Excellent. Premièrement, pouvez-vous nous parler un peu du Nouveau-Brunswick? Ah oui, le Nouveau-Brunswick. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, le Nouveau-Brunswick, ça fait partie d'une des 4 provinces du Canada atlantique. Le Canada atlantique étant situé à l'est du Canada. On partage une frontière avec le Québec et avec l'État du Maine aux États-Unis. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada. Bilinguisme officiel ne veut pas dire que tout le monde parle l'anglais et le français de façon égale, mais c'est vraiment, on parle d'un bilinguisme institutionnel. Donc, les trois paliers gouvernementaux au fédéral, donc l'ensemble du Canada, provincial, le Nouveau-Brunswick et au niveau municipal, se doivent d'offrir des services dans les 2 langues officielles, soit l'anglais et le français. C'est une petite province. Hein? Si c'est la grande ville qui intéresse les gens qui nous regardent, je vous dirais peut-être que le Nouveau-Brunswick, c'est pas ça. C'est peut-être pas pour vous. Vous devez peut-être regarder une autre province. Par contre, si vous voulez des milieux de vie qui sont dynamiques, sécuritaires et aussi où les gens sont très amicaux, peut-être que le Nouveau-Brunswick, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, petite province, comme je disais, on est quand même moins d'1 million d'habitants au Nouveau-Brunswick, ce qui fait en sorte qu'on a quand même beaucoup d'espace pour s'étendre. Les constructions se font plutôt en largeur et non en hauteur, comme dans les grandes villes. Le coût de la vie est très abordable. Au Nouveau-Brunswick, vous pouvez aller à l'école soit en anglais ou en français. Donc, les 2 écoles sont disponibles aux nouveaux arrivants. Cela étant dit, on encourage fortement les nouveaux arrivants d'expression française à inscrire leurs enfants à l'école francophone. Je peux vous dire, comme maman d'enfants qui vont à l'école en français dans un milieu minoritaire, que l'anglais, ils vont l'attraper, et je dis bien l'attraper assez rapidement, et que le français est beaucoup plus difficile à maîtriser, surtout au niveau de l'écrit. Donc, c'est un avantage. Les enfants qui vont à l'école francophone deviennent beaucoup plus bilingues que les enfants qui vont à l'école anglophone ou même en immersion. Vous pouvez étudier de la maternelle au doctorat en français au Nouveau-Brunswick ou en anglais. C'est votre choix. Il y a vraiment une panoplie d'options qui s'offrent à vous côté éducation. Excellent. Donc, Nicolas, comment fait-on pour immigrer au Nouveau-Brunswick? Excellente question. La première chose qu'il faut faire, c'est préparer son plan d'immigration. Comme ma collègue Marie-Josée le dit, il y a certaines caractéristiques qui font du Nouveau-Brunswick que c'est un excellent endroit à habiter et à immigrer, mais il faut s'assurer que c'est l'endroit qu'on veut être. Suite à ça, lorsque le Nouveau-Brunswick fait partie de notre plan d'immigration, il faut choisir un programme d'immigration. C'est l'avenue qui va faire en sorte qu'on va pouvoir immigrer. Et donc, par exemple, il y a des programmes qui requièrent une offre d'emploi ou est-ce que d'autres programmes qui ne requièrent pas d'offre d'emploi. Donc, il faut s'informer, il faut voir dans quelle situation qu'on est. Nous, au niveau de la province, lorsque vous soumettez une demande, ce qu'on fait, c'est qu'on va étudier votre demande et on va vous octroyer une désignation provinciale, soit sous le programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick ou sous le programme pilote d'immigration au Canada atlantique. Et donc, une fois que vous recevez la désignation, là, vous êtes éligible à appliquer pour la résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Une chose qui est importante à comprendre pour les gens, c'est que lorsque vous obtenez une désignation provinciale, et suite à ça, vous faites une application de résidence permanente, suite à une désignation d'une province, vous vous commettez à aller vous établir dans cette province-là.
La meilleure manière de continuer à préparer son projet d'immigration, c'est de nous suivre. Donc, si vous vous référez à notre site Internet qui est bienvenunb.ca et que vous allez dans la rubrique événements de recrutement, vous allez pouvoir voir les sessions d'information, les événements de recrutement que nous allons tenir en ligne. Également, si vous suivez l'ambassade du Canada à Paris sur les médias sociaux, ils organisent plusieurs sessions d'information, dont certaines que nous faisons conjointement. Et donc, c'est une bonne façon pour vous de continuer à connecter avec des agents d'immigration de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, comment choisir le volet ou le programme d'immigration qui nous convient? Et donc, généralement, je pense que c'est là que les gens se butent, ou est-ce que ça devient un peu plus difficile de comprendre le langage, comprendre la structure des programmes d'immigration. Comme je l'ai fait allusion précédemment, ce qu'on veut, c'est choisir un programme d'immigration auquel on est éligible. Donc, chaque programme a des critères d'admissibilité et des critères d'évaluation avec lesquels on va évaluer votre demande. Et donc, c'est important pour un candidat de consulter les guides de chaque programme pour bien comprendre la structure des programmes et comprendre ces critères-là. Donc, il y a des critères en fonction de l'âge, en fonction du niveau de langue, en fonction de l'expérience professionnelle. Certains programmes vont vous demander, par exemple, des fonds d'établissement. Donc, est-ce que vous avez accès à cette épargne-là? Donc, c'est toutes des questions sur lesquelles vous allez devoir vous pencher. Et comme je l'ai dit, le meilleur moyen de faire ça, de consulter les guides de programme pour chaque programme. Et donc, ces guides-là peuvent être trouvés sur notre site Internet, encore une fois, le bienvenunb.ca. Et si vous allez sous la rubrique Programme d'immigration, vous allez trouver les guides de chacun des programmes. Suite à ça, précédemment, j'ai fait allusion à certains programmes ont besoin d'une offre d'emploi. D'autres programmes ne requièrent pas une offre d'emploi. Donc, je pense que c'est le meilleur point de départ pour un candidat de se dire, est-ce que j'ai une offre d'emploi? Est-ce que je vais être capable d'obtenir une offre d'emploi, oui ou non? Si la réponse est non, on a deux volets que vous pourriez considérer. On a le programme Entrée Express et le programme Initiative stratégique. Maintenant, Entrée Express s'aligne avec le volet fédéral d'Entrée Express. Donc, vous devez au préalable vous créer un compte sur la plateforme du gouvernement fédéral d'Entrée Express et si vous êtes éligible, vous allez être attribué un numéro d'Entrée Express. Et donc, suite à ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller soumettre une déclaration d'intérêt sur notre système d'application en ligne INB. Et à partir de là, nous, on a la possibilité de sélectionner des candidats directement dans le bassin fédéral et aussi regarder les candidats qui ont des déclarations d'intérêt dans notre système d'application. Suite à ça, j'ai également fait référence au volet initiative stratégique. Évidemment, pendant le temps de la COVID, les visites exploratoires ne seront pas possibles, mais ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des candidats, un peu comme dans le volet Entrée Express. Donc, si vous êtes un candidat, vous soumettez une déclaration d'intérêt dans notre site d'application INB. Nous sommes en mesure éventuellement d'aller vous repêcher lorsqu'on décidera de le faire. Comment cela fonctionne, c'est qu'on établit des critères de sélection qui répondent, entre autres, aux besoins du marché de l'emploi et c'est de cette manière qu'on va sélectionner des candidats. Donc, dans les deux cas, j'ai fait allusion au fait que les candidats peuvent soumettre une déclaration d'intérêt sur notre site d'application en ligne INB. Donc, les candidats peuvent se rendre au inb.gnb.ca pour créer leur compte et soumettre une déclaration d'intérêt. Suite à ça, il y a également des candidats qui vont peut-être être en mesure d'obtenir une offre d'emploi. Donc, dans ce cas-ci, ces candidats-là vont avoir accès au programme pilote dans l'immigration au Canada Atlantique et aussi au volet des travailleurs qualifiés du programme des candidats de la province. Donc, dans ce cas-ci, l'offre d'emploi est critique pour pouvoir appliquer sous ces volets-là. Donc, sans offre d'emploi, un candidat ne peut pas être proactif. Donc, une fois qu'une demande est acceptée, à quel genre de soutien les immigrants peuvent-ils s'attendre? Oui. En fait, ce qu'il y a de bien au Nouveau-Brunswick, même une fois votre demande déposée, si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre un agent d'immigration qui répondra à vos questions au niveau du développement puis de l'appui de votre dossier. Donc, une fois que vous avez été sélectionné par la province et que vous décidez de venir vous installer au Nouveau-Brunswick, vous avez accès à des services d'établissement. Donc, il y a des organismes qui sont là pour vous aider, pour vous appuyer dans vos démarches à travers le Nouveau-Brunswick. En fait, on en a 13 principaux et des bureaux satellites. Donc, ils sont là pour vous aider une fois sur place, mais vous pouvez également entrer en contact avec eux
pour parler de planification, dire, regarde, moi, je m'en vais dans la région d'Edmundston, je m'en vais dans la région de Miramichi, quelles sont mes opportunités, comment ça fonctionne pour inscrire mes enfants à l'école. Donc, ils sont vraiment là pour vous appuyer dans vos démarches. C'est un service qui est gratuit. C'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui investit à chaque année des montants importants pour s'assurer que les gens qui choisissent de venir s'établir au Nouveau-Brunswick ont vraiment l'appui dont ils ont besoin pour s'intégrer de façon durable et rapidement. Donc, c'est important de mentionner qu'il y a des services qui sont payants. Vous allez trouver tout plein de gens qui veulent vous vendre des services d'établissement, services clés en main pour un montant donné. Reste à vous si vous voulez utiliser ces services. C'est pas moi qui vais vous dire de ne pas les utiliser. Ce que je dis, c'est qu'il y a des services qui sont là, qui sont offerts gratuitement, qui essentiellement offrent dans la grande majorité les mêmes services que les services privés peuvent vous offrir. Aussi intéressant à mentionner, puis je vais juste faire une petite parenthèse sur les services de consultation qui existent à l'extérieur. Faites attention, il n'y a personne qui peut vous acheter un emploi au Nouveau-Brunswick. Faites vraiment attention. Assurez-vous que votre représentant est un représentant accrédité, qui ne vous demande pas des informations qui vous semblent au-delà de ce qui est raisonnable. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes par rapport à l'utilisation d'un consultant ou par rapport à son intégrité, ne vous gênez pas, contactez un agent d'immigration, que ce soit au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en fait partout au Canada, pour pouvoir clarifier est-ce que j'ai vraiment besoin d'un consultant ou non. Encore là, c'est votre choix. Je ne vais pas vous dire d'utiliser ou non, mais faites attention. Il y a quand même beaucoup d'arnaques, mais il y a aussi des consultants qui sont excellents. C'est comme son programme d'immigration. Si on choisit un représentant, il faut bien choisir son représentant. Également, si vous voulez voir quels sont les besoins sur le marché de l'emploi au Nouveau-Brunswick ou vous voulez essayer d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur du Nouveau-Brunswick, vous pouvez toujours consulter le site du RADé ou le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick et suivre leurs affichages de postes. Le RADé représente plusieurs employeurs dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick et donc qui ont des besoins en main-d'œuvre. Et également, il y a le site d'emploi de la province du Nouveau-Brunswick, donc emploi avec un S, nb.ca, où est-ce qu'il y a toujours une panoplie de postes disponibles. Donc, une fois sur place, à quoi peut-on s'attendre au niveau soutien social au Nouveau-Brunswick? Oui, c'est une bonne question, Jason. Au Nouveau-Brunswick, vous aurez accès à la carte d'assurance maladie du Nouveau-Brunswick. Dès votre arrivée, en théorie, en pratique, ça prend quand même quelques semaines à avoir accès. Donc, c'est important de prévoir une assurance maladie privée pour à tout le moins les 2 premiers mois que vous arrivez au Nouveau-Brunswick afin de s'assurer que vraiment vous êtes couvert s'il arrive quelque chose. Il faut comprendre que l'assurance maladie, ici, on parle évidemment de soins primaires. Donc, si vous avez besoin d'un médecin de famille, d'être hospitalisé ou un spécialiste, tout ça, c'est couvert. Par contre, tout ce qui est soins d'appoint, donc si c'est un massage, un acupuncteur, un ostéopathe, ce sont des services qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie provinciale. Donc, vous devez vous prévaloir d'une assurance maladie supplémentaire qui est souvent offerte par des employeurs en copaiement. Donc, c'est une possibilité de le faire aussi. Soins de la vue, ce n'est pas couvert par l'assurance maladie ni le soin dentaire, mais encore, c'est couvert par une assurance privée. Aussi, il faut remarquer qu'au Nouveau-Brunswick, les soins de garde, donc la garderie, tout ce qui est de bébé à l'âge de 5 ans, avant qu'on entre à la maternelle, les soins de garde ne sont pas gratuits. Donc, des soins de garde qui sont publics, des garderies publiques, des garderies privées. Donc, c'est à vous de déterminer si vous voulez que votre enfant est dans une crèche privée ou une crèche publique et de regarder les coûts. C'est quand même assez dispendieux. OK, je ne vais pas dire sur ce ton-là. Donc, c'est important de chercher une garderie qui conviendra à vos besoins, qu'elle soit en milieu privé ou en milieu public, et de déterminer quelle garderie sera le mieux pour vos enfants.
L'école au Nouveau-Brunswick, donc l'école de la maternelle à la 12e année, c'est gratuit, donc l'école publique est gratuite. Par contre, quand vous arrivez au niveau postsecondaire, après ce que nous, on appelle la 12e année, donc une fois diplômé de l'école secondaire, vous pouvez aller au collège communautaire ou encore à l'université. Ce sont des cours qui sont payants. Donc, ce n'est pas l'éducation universelle telle qu'elle est connue dans plusieurs pays d'Europe. Donc, vous allez avoir à débourser un certain montant, mais l'éducation est de qualité, elle est disponible aux 4 coins de la province. Excellent. Donc, pour terminer, pouvez-vous nous parler un peu de la qualité de vie au Nouveau-Brunswick? Tout à fait. La question sur la qualité de vie revient à chaque fois qu'on se déplace pour faire du recrutement. Les gens nous demandent quelle est la qualité de vie au Nouveau-Brunswick. Évidemment, tout est relatif. À quoi comparez-vous la qualité de vie, une ville par rapport à une autre, une province, un pays? Vraiment, ce qui caractérise le Nouveau-Brunswick en termes de qualité de vie, c'est l'accès aux grands espaces. Vous travaillez dans votre bureau, dépendamment où vous habitez, vous êtes à quelques kilomètres de la mer. En été, c'est excellent. Vous pouvez aller vous y baigner. Si vous êtes comme Nicolas qui adore faire du vélo, bien, il y a des sentiers de vélo partout. Vous savez, au Nouveau-Brunswick, les municipalités sont plus petites. Nos grandes villes ont chacune moins de 175 000 habitants. Donc, les bouchons de circulation, il n'y en a à peu près pas. Là. Quand ça fait 5 minutes qu'on attend au feu rouge, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, ça nous permet vraiment de prendre beaucoup de temps pour le passer avec nos familles, avec nos amis. Le travail se termine généralement tôt au Nouveau-Brunswick et c'est pour ça qu'on mange, on soupe ou on dîne, comme vous dites, tôt. Hein? C'est pas infréquent de voir les gens qui vont manger à 17h30, 18h, ce qui vous laisse énormément de temps pour passer à faire des activités autres que votre travail. Donc, la qualité de vie, moi, je la trouve excellente, mais comme je dis, c'est toujours relatif. Si vous vous attendez à trouver ce que vous avez dans votre pays d'origine et que vous allez le retrouver quand vous allez arriver au Nouveau-Brunswick, vous allez peut-être être un peu déçu parce que ce n'est pas le cas. Hein? Donc, il faut vraiment préparer son immigration, aussi gérer ses attentes et voir qu'est-ce qu'on veut d'une immigration, pour quelles raisons on le fait et vraiment comment on va pouvoir profiter pleinement de ce que le Nouveau-Brunswick a à nous offrir, si c'est le Nouveau-Brunswick que l'on choisit. Encore là, le Canada, c'est grand, 5000 km d'est en ouest, donc il y a beaucoup de choix. Nous, on voudrait bien vous accueillir chez nous. Par contre, c'est à vous de choisir, mais on est quand même prêt à vous accueillir avec une qualité de vie, comme je disais, que moi, je trouve excellente. Donc, au niveau des loyers, mettons, au Nouveau-Brunswick, on regarde environ combien pour un loyer? Essentiellement, le Nouveau-Brunswick, c'est un endroit au Canada, un des derniers endroits où est-ce que le marché immobilier est encore abordable. Donc, pour ceux dont dans leur programme d'immigration, il y a un plan d'acheter une maison, le Nouveau-Brunswick va être un excellent endroit pour vous pour accomplir cet objectif-là. On comprend que c'est pas à l'arrivée que tout le monde va pouvoir s'acheter une maison, qu'il y a des gens que ça ne fait pas partie de leur plan, et c'est correct. Il y a la location de logement également. Donc, à titre de référence, un logement, une chambre à coucher dans les grandes villes comme Moncton, Saint-Jean, Fredericton peut coûter là, autour de 1 000 $ canadiens. Et puis, quand on parle des régions qui sont un peu plus rurales, donc disons le nord du Nouveau-Brunswick ou d'autres régions, bien, le logement d'une chambre peut descendre à 600, 800 $ canadiens. Excellent. Donc, si j'habitais pas déjà au Nouveau-Brunswick, ça me donnerait vraiment le goût de déménager. Pour terminer, on pourrait peut-être répéter les adresses web importantes pour les gens qui nous écoutent. Merci, Jason. Merci beaucoup. Donc, un premier incontournable est notre site web à nous, le site d'immigration Nouveau-Brunswick, qui est bienvenue.nb.ca. Et suite à ça, comme je l'ai mentionné également, là, si vous voulez prendre le pouls des offres d'emploi au Nouveau-Brunswick, le site d'emploi du Nouveau-Brunswick, emploi avec un S, nb.ca, est un bon endroit à vous référer. Merci. Excellent. Merci, Nicolas. Et Marie-Josée, si jamais il y a des gens qui auraient des questions, est-ce qu'il y a une adresse courriel qu'on peut leur donner? Oui, en fait, on demande aux gens d'utiliser l'adresse courriel immigration@gnb.ca, de ne pas tenter de nous contacter directement. On demande vraiment aux gens, s'il vous plaît, d'utiliser l'adresse immigration@gnb.ca. Vous aurez cette information par écrit par la suite à la fin des différents panels. Donc, vous aurez l'information qui vous permettra de suivre ces liens.
Excellent. Merci Marie-Josée, merci Nicolas, merci d'être venu nous entretenir. Et à la fin de la présentation, nous aurons quelqu'un de l'équipe de Marie-Josée et Nicolas qui sera là justement à nos kiosques virtuels pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Premièrement, je vous demanderai de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis le directeur général des affaires acadiennes de la francophonie au ministère de Communauté, Culture et Patrimoine avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Bonjour, je m'appelle David, je suis agent de liaison avec les intervenants à l'Office de l'immigration de la Nouvelle-Écosse et ça fait également partie du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Donc, je débuterai en vous demandant, Marc, de nous parler justement de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est une petite province qui se trouve à l'est du Canada. On est entouré de l'Atlantique, donc on est rattaché au Nouveau-Brunswick. Au nord, c'est le Nouveau-Brunswick, à l'ouest, c'est le Québec. Au sud, c'est les États-Unis, donc Boston et New York. Et puis, bien sûr, entre nous-mêmes et l'Europe, c'est juste l'Atlantique. La population de la Nouvelle-Écosse fait environ 1 million de personnes. Environ presque la moitié habite à Halifax. Nous avons une population francophone importante, environ juste au-delà de 30 000 personnes. La population francophone et acadienne est assez dispersée à travers la province, mais une grande majorité habite à Halifax. Halifax, c'est un centre important économique pour la Nouvelle-Écosse et d'ailleurs pour tout l'Atlantique et le Canada, parce que il y a un port qui dessert la plupart de l'Est du Canada. Donc les bateaux, les trains, les avions, il y a tous, c'est un centre pour l'exportation et l'importation. Et David, si on souhaite immigrer dans cette province bien charmante, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Le système d'immigration au Canada, c'est un des meilleurs systèmes au monde et il approuve environ chaque année un peu plus de 300 000 demandes de résidence permanente. Et une grande partie de ces nouveaux résidents permanents, justement, sont venus à travers la catégorie économie de l'immigration. La catégorie économique d'immigration au Canada, justement, le gouvernement fédéral a conclu des accords exhaustifs avec les provinces, et notamment à travers le programme du candidat des provinces et le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Ces deux programmes permettent à la Nouvelle-Écosse, justement, de choisir des personnes qui vont ensuite déposer une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Et ces personnes ont un double atout parce qu'ils répondent à la fois à un besoin du marché du travail ici et ils sont également aussi des travailleurs qualifiés. Donc justement, parlant des volets d'immigration, comment on fait pour choisir le volet qui nous convient pour immigrer en Nouvelle-Écosse? Alors, pour choisir le volet ou le programme qui vous convient le mieux, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est votre expérience de travail, vos diplômes, votre éducation, vos compétences, etc., etc. Si vous avez une offre d'emploi aussi en Nouvelle-Écosse. Donc, en fonction de plusieurs critères, ça va orienter votre choix vers différents programmes. Donc, par exemple, si vous avez une offre d'emploi, le volet des travailleurs qualifiés du programme des candidats des provinces serait peut-être une option. Ou alors, si vous avez déjà une année d'expérience hautement qualifiée en Nouvelle-Écosse, alors le volet expérience de la Nouvelle-Écosse entrée express est une autre option. Si, par exemple, vous voulez ouvrir votre propre entreprise ou racheter une entreprise existante en Nouvelle-Écosse, il y a également un volet, le volet entrepreneur, qui est spécifiquement conçu pour cela. Ou alors, il y a le système entrée express du gouvernement fédéral et les provinces ont la possibilité, pour répondre justement aux besoins du marché du travail provincial, d'aller piocher dans ce bassin de candidats les personnes qui répondent à ces besoins. Donc, si la province a besoin, disons, d'infirmières ou d'infirmiers, alors il y a une possibilité, grâce au volet priorité du marché du travail, pour nous d'aller d'aller sélectionner les candidats dans ce système. Nous avons effectué plusieurs tirages grâce à ce volet, notamment pour des francophones, par exemple. Et je crois que ce que vous venez de partager contribue certainement à la qualité de vie des gens, des francophones en Nouvelle-Écosse. Et ça m'amène à ce point sur la qualité de vie. Pouvez-vous m'en parler? Parce que je crois vraiment que c'est au cœur des intérêts des nouveaux et nouvelles arrivantes, là. Certainement, et peut-être juste pour partager mon parcours en Nouvelle-Écosse, moi je suis né et j'ai vécu en Europe
et je suis venu en Nouvelle-Écosse, je baladais. Mais une fois arrivé en Nouvelle-Écosse, j'ai décidé très vite que c'est mon nouveau chez moi. Ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce qui m'a frappé, je crois, c'est que les gens sont très accueillants. Les gens travaillent très fort, mais ils se détendent et ils ont des loisirs pour lesquels moi j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment un équilibre entre le travail et les loisirs. C'est pittoresque. Vous savez, moi je suis arrivé, j'ai vécu à Bruxelles, j'ai vécu à Zurich, des grandes villes. Quand je suis arrivé à Halifax, je me suis acheté une petite maison dans les bois, en campagne, entourée de lacs. J'habite, et ça c'est à 20 minutes de la ville. Donc moi je prends 20 à 25 minutes pour venir en ville. Une fois parti, je rentre chez moi et je suis carrément dans la nature. Ce matin, il y avait des chevreuils qui mangeaient mes dernières plantes de la saison. L'autre chose que j'aime aussi, que j'ai beaucoup apprécié ici en Nouvelle-Écosse, c'est que c'est vrai que les gens disent « Oh, au Canada, il fait froid ». Mais vous savez, ce que nous, on vit ici, c'est 4 saisons très distinctes. Et quand nous avons 4 saisons distinctes, on a aussi 4 vies distinctes pendant le parcours de l'année. Donc, ce qu'on fait en été, on va à la plage, parce que nous sommes complètement entourés de plages. On a des trentaines, 30, 40 plages ici. Nous avons des lacs, nous avons des bois. Alors, si vous aimez le hiking, vous aimez faire des grandes marches, le vélo, en été, faire aller en bateau à la mer. En hiver, on fait du ski. On aime, en automne, la semaine passée, je suis allé dans la vallée pour aller cueillir des pommes, mais aussi goûter du vin de la région. Et en printemps, bon, je fais mon jardinage et j'aime beaucoup être dehors. On fait du camping, on fait du hiking. Alors, je dois dire que le goût de vie en Nouvelle-Écosse que j'ai eu quand je suis venu est resté avec moi et c'est pour ça que je suis là depuis 25 années. Par exemple, j'avais mentionné que j'avais acheté une maison. Une maison en moyenne en dehors de la ville de Halifax, c'est environ de 234 000. C'est précisément ce que j'ai acheté. Ça fait environ 150 000 euros. Dans la ville, c'est un peu plus dispendieux. Là, on parle peut-être de 200 000 euros. Le coût de vie ici, c'est une autre chose qui m'a frappé. Le coût de l'essence fait certainement moins qu'1 euro. Et je dois dire que pour trouver un emploi, c'était facile pour moi. J'ai trouvé un emploi en quelques jours. Et d'ailleurs, j'ai débuté avec le gouvernement et je suis toujours là aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a pas tous l'opportunité forcément d'acheter directement en arrivant, mais la location est aussi une possibilité ici. D'ailleurs, en 2019, en moyenne, un appartement, une chambre en ville coûtait à peu près 975 $ par mois, alors qu'un appartement, même une chambre aussi, en dehors de la ville, coûtait dans les 740 $ par mois. Mais ce qui est vraiment important, c'est on n'est jamais à moins d'1 heure de la côte en Nouvelle-Écosse. Donc si vous aimez la mer, c'est vraiment un endroit où habiter. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup à vous deux de vous être entretenus avec nous. Y a-t-il un endroit où on peut vous joindre? Alors, vous pouvez trouver bien sûr toutes ces informations sur le site immigrationnouvelle-écosse.com. Merci beaucoup à vous. C'était un énorme plaisir d'être ici avec vous. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de raisons de penser au Canada Atlantique pour son projet d'immigration. Peut-être que votre projet est d'aller étudier au Canada. Dans ce cas, vous devez obtenir une lettre d'admission d'un établissement d'enseignement désigné. Ce sont les établissements autorisés à accueillir des étudiants internationaux. Si votre programme va durer 6 mois ou plus, il vous faudra un permis d'études. Ce permis d'études, dans la plupart des cas, vous autorise aussi à travailler sur le campus ou hors campus jusqu'à 20 heures semaine et à temps complet pendant les congés. Après avoir obtenu un diplôme ou un certificat canadien, vous pourrez demander un permis de travail post-diplôme. Il s'agit d'un permis de travail ouvert, donc valide pour tout emploi partout au Canada. Votre projet est peut-être plutôt de travailler temporairement au Canada. Dans la plupart des cas, vous devez d'abord obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien. Si l'offre d'emploi est pour un poste qualifié,
donc un poste de gestion, de supervision, poste professionnel technique ou encore un métier spécialisé. Et si le lieu de travail est ailleurs que dans la province du Québec, vous pourriez être éligible pour un permis de travail facilité dans le volet mobilité francophone. Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous pourriez être éligible pour Expérience internationale Canada. EIC regroupe les 36 accords que le Canada a signés avec différents pays à travers le monde et aussi les organisations reconnues qui peuvent vous aider dans votre projet de mobilité si vous avez entre 18 et 35 ans. 3 catégories sous EIC, vacances-travail, ce qu'on appelle aussi le PVT, jeunes professionnels et stage coop international. Le PVT, vacances-travail, est un permis de travail ouvert, donc valide partout au Canada pour tout emploi, et pour les Français, peut être valide jusqu'à 24 mois. Pour jeunes professionnels, il faut une offre d'emploi dans votre champ de compétences, et là aussi, le permis peut être valide jusqu'à 24 mois. Si vous êtes toujours étudiant et que vous souhaitez faire la composante stage de votre cursus au Canada, la catégorie stage coop international pourrait être intéressante pour vous. Il y a aussi plusieurs voies vers la résidence permanente dans les catégories économiques. Et pour les provinces atlantiques, il y a des programmes très spécifiques. Le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique permet à un nombre important d'employeurs désignés pour participer au programme de vous offrir une offre d'emploi et faciliter votre accès à la résidence permanente. Il y a aussi les programmes des candidats des provinces. Donc, à travers le Canada, les provinces, mais aussi les territoires dans le nord du pays, peuvent sélectionner un certain nombre de leurs immigrants. Ça sera selon leurs critères. C'est pour répondre, en fait, aux besoins particuliers du marché du travail dans leur partie du Canada. La plupart des demandes sont sous un système qu'on appelle Entrée Express et qui concerne plusieurs catégories. C'est un système qui est entièrement en ligne. Donc, à vous de voir si vous êtes éligible dans la catégorie des travailleurs qualifiés fédéral, les métiers spécialisés fédéral, la catégorie de l'expérience canadienne, si vous avez déjà travaillé pendant au moins 1 an au Canada dans un poste qualifié. Et puis, un certain nombre des candidats des provinces seront sélectionnés à partir du bassin de candidats Entrée Express. En fait, quand vous créez votre profil, vous allez indiquer là où les provinces qui vous intéressent. Ils auront accès à votre profil et pourraient vous contacter pour vous inviter à soumettre une demande de nomination de la province. L'intérêt de la nomination, c'est que ça vous donne 600 points bonus et donc vous serez extrêmement bien placé pour être invité à faire une demande de résidence permanente. Les francophones, de façon générale, sont bien placés parce qu'il y a des points bonus pour des très bonnes connaissances du français. Et si vous cumulez ça avec un bon niveau d'anglais, vous avez le double des points bonus. Après 3 ans de résidence permanente, on peut demander la citoyenneté canadienne. Je voulais mentionner que la pandémie de la COVID-19 a bousculé certains projets de départ au Canada. Vous savez peut-être que le Canada a mis en place, dès le mois de mars, des restrictions de voyage pour limiter l'entrée au Canada et donc la propagation du virus. Il y a des exemptions à ces restrictions, donc regardez bien avant de planifier un voyage au Canada si vous pourrez partir ou non. Les exemptions concernent certains étudiants, certains travailleurs temporaires, certains résidents permanents, donc regardez bien. C'est une situation qui évolue, donc la meilleure chose c'est de suivre la page dédiée sur le site d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. De façon générale, ce site vous donnera tous les renseignements sur les programmes, avec des renseignements aussi sur des services d'établissement. Donc, si vous devenez résident permanent du Canada, vous aurez accès à toute une série de services pour vous aider à bien vous établir, vous, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants à charge, donc toute la famille qui part s'installer au Canada. D'autres sources d'informations, sur le même site, le Centre d'aide a répertorié les questions les plus fréquentes, il y en a des dizaines, donc il y a des chances que la réponse que vous cherchez s'y trouve. On vous invite aussi à suivre IRCC sur les réseaux sociaux et aussi notre équipe, on est sur Twitter, sur Facebook, @destcan, c'est notre identité.
Ça vous permettra d'avoir des nouvelles sur nos activités. Une autre source d'information est notre infolettre mensuelle. Vous pouvez vous abonner en ligne et donc une fois par mois, de façon électronique, on partage des renseignements sur les programmes, sur nos activités en ligne et en personne et on vous donne de l'information sur différentes parties du Canada et des astuces pour bien vous préparer pour le marché du travail canadien. Je vous souhaite à tous bonne chance dans vos démarches, bonne installation au Canada Atlantique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Nous espérons que ces informations seront bien utiles dans votre processus d'immigration. C'est maintenant le temps de se rendre dans nos kiosques virtuels où vous pourrez discuter avec nos différents intervenants. Merci et au plaisir de vous croiser chez nous.